tu vas nous parler, ça? Écoutez, on va parler d'un petit peu pas mal de choses, des trucs un petit peu curieux. Je vais commencer par vous parler d'une petite news un peu sympa que j'ai vu passer. C'est que mercredi dernier, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a ramené de l'ISS, on a ramené des bouteilles de vin et des petites boutures de vignobles donc, qui étaient restées pendant 11 et 14 mois respectivement dans l'ISS. Ah ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu vois, déjà, c'est un peu bizarre le principe d'envoyer du vin dans l'espace. Alors ce vin va être goûté par des experts qui vont juger l'évolution qu'a eu ce vin en apesanteur. Les boutures vont être analysées pour essayer de voir si elles ont muté vers quelque chose de positif. Alors le but de ça, c'est de vérifier justement dans les situations de stress d'apesanteur, parce que c'est très stressant pour les plantes, comme ça l'est pour l'humain d'ailleurs, puis même les radiations que tu subis dans l'ISS, voir comment s'adapte la plante, parce qu'évidemment le problème c'est on s'attend à ce que dans plusieurs dizaines d'années, les sols s'assèchent, se déminéralisent, il y ait une concentration en sel plus élevée. Moi ça m'arrange, mais pour les plantes c'est pas ouf. Et donc en fait au final, on veut essayer de trouver des solutions en pré-shot pour arriver à avoir... des plantes plus résistantes, parce que sinon on peut plus nourrir la planète vu qu'il va y avoir de plus en plus d'humains, donc c'est chaud. Et le temps s'écoule d'une manière différente aussi, donc j'imagine que ou- peut-être ça alors- a un impact ou c'est très léger. Alors c'est des nanosecondes ça, la théorie... Ah ouais, donc c'est très léger. Donc c'est léger. C'est déjà C'est une pas question. Interstellar, quoi. C'est pas genre c'est parti 12 Ah oui. mois, il y a 20 Alors ans oui, qui s'est passé, c'est pas la salle du Le temps. vin a 70 ans d'âge, Marie. C'est le moment où jamais faut La investir. gravité et la vitesse changent le temps, mais c'est des nanosecondes, vraiment. Ah ouais. Pas microsecondes en réalité, sur Je suis plusieurs... déçu, je crois qu'il s'était passé du coup Et ben, un siècle. Et peut-être qu'on peut imaginer le Parce que- jour où on habitera dans l'espace ou sur Mars ou ailleurs, qu'on ait de la vigne martienne par exemple, Ah oui. et que cette expérience le permettra. Exceptionnel, ce serait exceptionnel. Ce serait drôle. On avait même un millésime 87 qui devient un millésime 88 grâce à ta technique, Un peut-être petit pour augmenter sa cépage valeur. jupitérien. Écoute, c'est pas mal. En tout cas, voilà, je voulais juste vous parler de ça pour vous parler un petit peu des enjeux, un petit peu de tout ça. C'était juste la petite anecdote, j'ai vu passer dans une vidéo, ça m'a fait rire, et j'ai décidé de l'ajouter. Donc, il y a une autre étude que j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps, que vous avez peut-être déjà vu, il y a eu un cache investigation sur ça d'Élise Lucet. Bon, un petit peu tiré par les cheveux, j'ai revu des sources et tout, j'ai recroisé, mais effectivement, on constate que niveau nutrition, les légumes qu'on a dans nos assiettes sont moins nutritifs qu'ils l'étaient il y a plusieurs dizaines d'années. On a tendance à avoir une alimentation aujourd'hui qui est issue d'un élevage, d'une agriculture à monoculture, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une espèce qui a été optimisée, hybridée parfaitement, souvent pas reproductible, donc les agriculteurs sont un petit peu dépendants des fournisseurs de semences, et ils doivent avoir tout le temps les mêmes, et en fait, faut bien savoir l'histoire de on va parler un petit peu vite fait de l'histoire de l'humain. À la base, on était des chasseurs-cueilleurs. On voyait un petit peu ce qui traînait dans la nature et on prenait ce qu'il y avait. On s'occupait pas trop d'organiser un petit peu comment ça poussait, on laissait faire la nature. Ensuite, révolution néolithique, on a compris qu'on pouvait maîtriser la nourriture, faire planter des trucs et tout, c'était super. Juste après, il y a eu les greniers, donc on a commencé à stocker la nourriture. Donc là, les humains étaient en mode super, on peut dormir tranquille, il n'y a plus à s'inquiéter, on reste chez nous, on a la bouffe dans notre grenier, il n'y a aucun problème. Et jusqu'à là, encore, ça allait. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait domestiquer. Il y a les animaux évidemment, mais évidemment on peut aussi domestiquer les végétaux. C'est carrément devenu une sorte de mondialisation avant l'heure. On allait dans des pays du monde entier pour aller récupérer les graines machin. On partait en guerre et on revenait avec des graines. Genre par exemple Christophe Colomb il part et puis il découvre le maïs alors que ça n'existe pas, tu vois. En 1492, 12, c'est ça. Ouais. Donc il se balade en Amérique. Est-ce que c'est le premier allez, on s'en fout. Il ramène le maïs en Occident, ça n'existait pas avant. La pomme de terre en 1534. Est-ce que vous savez que la pomme de terre s'appelait la cartoufle? Non. Ah, Voilà, Cartoufle. c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est donné. Ça me fait plaisir. Petit cartoufle. Et donc, on ramène la pomme de terre au XVIe siècle, alors qu'avant ça n'existe pas. On s'échange des plants comme ça et c'est super intéressant. Après, ça permet de faire évoluer la médecine, les teintures, de diversifier. Donc voilà, c'est une sorte de patrimoine planétarisé, en fait, ces semences dans tous les sens. Et puis, plus récemment, du coup, le drame récent, c'est les années 1950, l'après-guerre. Les États se demandent comment est-ce qu'on peut s'en sortir, nourrir la planète avec le peu de ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, il y a les grands instituts de recherche agricole qui commencent à dire, bon les gars, faut optimiser, on doit utiliser une race de plantes, essayer de faire quelque chose d'optimisé, faire des hybrides qui ont le meilleur rendement possible, se focaliser uniquement sur ça. Manque de peau, on n'avait pas anticipé que ça appauvrirait les sols, et que c'est même pas l'ADN au final de ce qu'on fait pousser qui pose le problème des nutriments, c'est plus les sols qui n'en contiennent pas en fait. Donc il y a des problèmes un peu plus complexes qui se mettent en place, et donc aujourd'hui on en est arrivé à une diminution de 75% de la diversité agriculture des semences,
Et donc c'est un grave problème en fait parce que plus il y a de diversité, plus il y a de vie. Et donc voilà, bon, c'est un véritable combat aujourd'hui qui est mené pour sauver un petit peu cette polyculture. Aujourd'hui, on est vraiment. Comment on peut justement inverser la tendance? Il y a par exemple Vandana Shiva, qui est une très grande activiste indienne, qui se bat pour ça et qui mène des conférences au quotidien pour expliquer aux gens que on doit garder un contrôle sur ça et ne pas laisser filer à des groupuscules. Tu sais, c'est un petit peu comme les banques, tu vois. Les banques, elles ont tendance à polariser les ressources financières. Et de la même façon qu'on polarise les idées sur les réseaux sociaux, qu'on polarise l'argent dans notre économie mondiale, on polarise aussi les cultures agricoles en faisant qu'au quotidien, on n'est plus qu'une seule espèce qui soit cultivable. Et donc, voilà une phrase qu'elle a dit, que je peux juste citer. S'ils pensent qu'ils peuvent breveter la vie, nous leur avons déjà dit que nous n'obéirons pas. Donc voilà, c'est vraiment l'activiste. Voilà, donc c'est la pensée un petit peu bouddhiste de la désobéissance, etc. Donc c'est intéressant. Donc le choix, il est entre l'abondance et la rareté. C'est-à-dire qu'en gros, soit on veut de l'abondance, soit on veut de la rareté. Et la vie, c'est quelque part la rareté, c'est l'unicité, c'est la singularité. Et ça, on est en train de le perdre. Mais tout ça, pour parler, parce que c'était le sujet à la base de cette chronique, c'était de parler du bunker de Svalbard, plus communément appelé l'Arche de Noé végétale. Ah oui, oui. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette introduction. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui est ouvert sur comment est-ce qu'on peut stocker, comment est-ce qu'on peut sauver et préserver cette diversité végétale. Et il y a quelque chose qui a ouvert il y a maintenant 12 ans, donc en 2008, dans les contrées près du Groenland. Alors attendez, c'est à 1300 km du pôle Nord. C'est une petite île norvégienne qui s'appelle Svalbard. Ils ont créé le Global Seed Vault, donc c'est le coffre-fort mondial de semences. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en 2008 avec 250 000 échantillons de semences venant du monde entier. Donc c'est une sorte de banque mondiale. Donc c'est-à-dire que tous les pays peuvent apporter leur contribution. C'est pas vraiment leur contribution. Qui contrôle, entre guillemets, En fait, c'est des gens qui travaillent là-bas et c'est une sorte de collectif, une organisation qui s'est mise en place. Le but, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. C'est d'avoir tout, quoi. Toi, t'es un pays, tu veux que cette espèce-là, peu importe ce qu'il arrive, tu la gardes de côté s'il se passe quelque chose, une guerre mondiale. On appelle aussi cet endroit le Doom's Vault, donc le bunker de l'apocalypse, quoi. Et en gros, le but, c'est si demain il y a un problème de gestion, ça peut être très con, mais genre demain, je sais pas, on tue la patate, on pourra retrouver la patate là-bas. Qui fait de la merde et il perd l'espèce, où il y a un incendie, il perd tout. Et allez là-bas. C'était le dernier à avoir cette récolte, il peut donner cette. Si l'État considère que cette espèce est importante, il peut en envoyer un échantillon ou plusieurs dans un coffre. Et il les stocke donc dans ce bunker. Donc ce bunker est assez impressionnant. Il a été construit dans le fond d'une montagne, à l'intérieur du permafrost. C'est-à-dire qu'en fait, même si là demain toutes les glaces fondent sur cette île norvégienne, jamais ça sera sous le niveau de l'eau, c'est à 200 mètres d'altitude, et c'est profondément enfoui dans une montagne. C'est-à-dire que même si tous les systèmes, parce qu'il y a des frigos qui maintiennent ça à moins 18 degrés, mais si demain tous les systèmes se crachent, le permafrost fera que ce sera quand même à une température de moins 4, et dans tous les cas, ce sera safe. Et donc le but, c'est de pouvoir garder tout le temps une trace historique de ces semences, parce que demain, si on perd cette diversité, on peut potentiellement perdre de quoi nous nourrir. C'est-à-dire qu'on sera même plus capable de créer des semences hybrides, puisqu'il n'y aura plus rien pour faire des hybrides, en fait. Donc la question s'est vraiment posée, et donc ils ont essayé de faire quelque chose pour regrouper tous ces semences. Donc il y a 2 règles, c'est pas de drogue et pas d'OGM. Alors pas mal de gens demandent à pouvoir stocker leurs propres semences, mais ce n'est évidemment pas possible non plus. Là, les demandes sorties de nulle part. Je regardais un reportage et la fille expliquait que c'était très courant qu'on lui demande est-ce que je peux stocker mes propres semences. Je t'envoie 4-5 graines et au fait, si jamais. Ce n'est pas possible, Et donc voilà, c'est un long tunnel d'une centaine de mètres qui va à fond dans la montagne. Ça débauche sur 3 grandes alcôves. C'est très profondément dans la montagne. Là, c'est l'entrée qu'on voit, là, c'est ça? Ça c'est ce qu'on a vu, le petit truc fin là. Voilà, ça c'est l'entrée. Ça c'est un grand tunnel d'une centaine de mètres. Et après ça s'enfonce dans 3 alcôves qui sont très profondément enfouies, avec tout recouvert de glace. Je sais pas si on peut le voir, c'est assez impressionnant. Et surtout ça pèse. C'est un peu comme Versailles de nuit, tu vois. Ça pèse, ça respire l'histoire, tu vois. C'est un peu. Tu te dis, mais je suis dans un lieu historique. Et on appelle ça d'ailleurs la porte de la chambre la plus importante de l'humanité, en fait, quelque part.
parce que si on perd ça, on perd tout. Et alors, on pourrait se demander l'utilité de ça, parce que voilà, on peut être dans des théories de l'effondrement, dans une totale aversion à se dire qu'on va tout perdre bientôt, et au final, ça peut aussi ne pas du tout être le cas, mais il s'avère que ça a été utile il n'y a pas si longtemps. Ah oui, je me demandais. Il y a eu des attentats, malheureusement, en Syrie. À Alep, et il y a eu énormément d'explosions. Je ne sais pas si vous avez entendu, l'université, c'était en 2015. Et en fait, il s'avère que là-bas, ils avaient une banque aussi. Il y a plein de petites banques comme ça, de semences un peu partout, c'est normal, on stocke. Et en fait, ils ont tout perdu. Tout perdu, et il s'avère qu'ils avaient envoyé 10 énormes boîtes à justement cette banque mondiale, et ils ont pu récupérer tout ce qu'ils avaient perdu grâce à ça et repousser, remettre tout ça à Beyrouth. Alors pas de chance à Beyrouth si ça a explosé. Mais à Beyrouth, ils ont réussi quand même à conserver leur Ils ressources. n'ont pas tout perdu, quoi, à nouveau. Non, ça c'est. Désolé pour cette blague un peu déplacée, mais du coup voilà, ces explosions ont justifié en fait pour la première fois l'utilisation de ces banques, et je pense qu'on sera amené malheureusement, enfin, je l'espère pas, mais de plus en plus à utiliser ces ressources. Alors moi j'ai juste un seul questionnement, c'est est-ce que vraiment on appelle de la diversité, ou c'est plus peut-être parce que il y a un débat, évidemment, je veux pas montrer que le beau non plus, c'est que évidemment ceux qui financent ça, c'est aussi ceux qui sont à l'origine des ensemencements. C'est-à-dire qu'il y a aussi du Monsanto derrière qui finance ça. Donc il y a un double enjeu, on se dit est-ce que c'est vraiment toute la diversité, ou plus des résultats de recherche qu'on va essayer de stocker pour essayer d'être safe, tu vois. Alors après il y a aussi quelque chose de beau dans ce coffre, c'est qu'on a des boîtes, je sais pas si on peut les montrer, de la Corée du Nord à côté de boîtes des USA qui collaborent entre guillemets dans ce grand jeu. Tous les pays ont envoyé, il y a des pays qui se refusent, non, tout le monde. Non, c'est pas refusé, c'est en fait mais qui l'ont pas fait, c'est mis à disposition des pays du monde, et t'as tout intérêt à l'utiliser en fait. C'est comme une banque, c'est-à-dire comme si tu voulais stocker ta montre dans un coffre-fort. Les banquiers n'ont pas le droit de sortir ta montre du coffre-fort. Si ça t'appartient. Donc toi, t'envoies juste ton coffre. C'est un endroit mis à disposition, quoi, pour. C'est drôle parce que quand on voit les étagères, on a l'impression d'être chez Ikea là. Et du coup, il y a des boîtes. Les boîtes sont très. Il y a des boîtes de Russie à côté de boîtes de l'Ukraine. Il y a des boîtes de Corée du Nord à côté de boîtes de l'USA. C'est assez incroyable de se dire que tout le monde collabore pour ce projet. Ça, c'est Corée du Nord, ça, du coup. Ouais, ils ont fait des petites boîtes, on dirait les années 70. Ouais, c'est à côté de grosses boîtes en plastique, t'as les boîtes en bois, quoi. Mais le truc marrant, c'est que la fille racontait de trucs, c'était les seuls, la Corée du Nord, à avoir créé des boîtes spécialement pour ça. C'est-à-dire que les autres, ils ont utilisé des boîtes qui correspondaient en forme, et eux, ils leur ont dit on aimerait des boîtes de ce format. Ils ont créé au millimètre près des boîtes. Peut-être que ça. Des boîtes parfaites juste pour le truc. Donc là-dedans, il y a 13 000 ans de recherche agricole, 150 000 types de riz différents, 140 000 types de céréales différents. Voilà, des nouvelles variétés de plantes tous les jours qui sont proposées. Il y a un petit tweet là, justement de Hormia. Je travaille pour un grand centre en recherche céréalière en Belgique, et cette magnifique réserve nous a permis de retrouver 42 variétés de blé et d'épeautre depuis 2017. On a un grand projet de remise en service de ces variétés avec des sociétés européennes. Il y a un usage actif. Et je regardais un reportage qui s'appelle La guerre des graines, qui est exceptionnel. Et en gros, c'était marrant parce qu'on voyait que la femme qui avait la quarantaine parlait avec son père, donc qui est beaucoup plus âgé, et qui en gros disait que quand lui, à son époque, on a commencé à faire cette transition vers les monocultures, à sécher les sols, les déminéraliser, etc., ils se rendaient pas trop compte, en fait. Ils étaient plus dans l'euphorie de se dire on est à l'après-guerre, et c'est super. Il faut qu'on produise et on est les boss. En fait, c'est que depuis environ 5-10 ans qu'il y a vraiment une remise en question totale de qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire avec notre agriculture, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer à long terme. Et au final, les agriculteurs se demandent réellement est-ce qu'on veut continuer comme ça, est-ce que c'est vraiment possible. Donc maintenant, tu sais que c'est un petit peu comme un jeu vidéo ou une musique. Il y a des DMCA pour les plantes. T'as pas le droit de planter ce que tu veux, t'as pas le droit de vendre ce que tu veux, faut que ce soit dans des catalogues, machin. Et il y a comme des codes internet ou des sites internet, des trucs libres de droit. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir il y a des plants qui ont été, brevetés en libre de droit, et donc c'est un petit peu des glitches que les agriculteurs peuvent utiliser pour leur faire économiser de l'argent, parce qu'ils peuvent ressemencer, ils n'ont pas besoin d'être dépendants de grands groupes qui, eux, vont évidemment s'occuper de ces multiplications et de ces hybridations qui sont pas à la portée de tous les agriculteurs. J'ai une question. Qui s'occupe de la pérennité de cette chose ? C'est-à-dire que dans 100 ans, j'imagine que même plus, le bouquin sera encore là. Je suppose que c'est une organisation, donc il y a peut-être des investisseurs. Déjà, il y a des investisseurs, parce qu'il y a parce que pour que tous les pays acceptent, c'est vrai que si c'est des investisseurs privés qui gèrent le truc, c'est... Non, mais là, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Là, c'est vraiment quelque chose de purement bienveillant vis-à-vis de la planète. Ok, écoute. Donc voilà, et c'est incroyable de se dire qu'on se prépare pour notre futur, que ça va pas être forcément facile niveau de nourriture, parce qu'avec la démographie qui cesse d'exploser, forcément nourrir toute la planète ça va pas être facile. Encore plus si nos sols sont de moins en moins minéralisés, parce que manger une pomme, si c'est que de l'eau,
bah ça nous nourrit pas. Donc il faut que c'est pas les 3 pommes qu'on mange aujourd'hui ne sont pas les mêmes 3 pommes qu'on mangeait il y a 40 ans. La valeur énergétique et nutritive. Et donc c'est pas tout de pouvoir produire beaucoup, il faut aussi pouvoir produire en qualité. Et donc cet enjeu, ce paradoxe entre abondance et rareté, il va falloir réussir à le peser correctement. Et les enjeux se réveillent, et c'était aussi le but de cette chronique, de partager un petit peu ça. Mec, j'ai beaucoup appris. Je m'y connais. J'ai envie de t'applaudir. Bravo, monsieur Sard. Non, dans le chat, je suis curieux aussi de savoir si vous connaissiez rien que ce bunker, etc. Moi, j'avoue que je suis très très peu informé autour de ça, et c'est intéressant de voir ce qui se fait. Et merci beaucoup, Sard. Il y a peu de chroniques, mais quand il la lâche. Mais tu sais, régulièrement, quand tu vas dans des marchés, tu vois des légumes que moi, il y a des trucs que je découvre que je connaissais pas quand j'étais petite et qu'on appelle parfois légumes oubliés. Oui. Et j'ai l'impression que ça revient. Il y a des trucs qui pop, qui ont des formes improbables. Des fois, je me dis c'est de la déco ou ça se mange là. Tu sais, t'as un butternut, tu commences à peu près à voir ce que c'est. Et à côté, t'as un truc un peu blanc, machin. On te dit non, c'est un légume oublié. Vous pouvez en faire une soupe. Moi, j'ai une pensée. Je pense à quelqu'un par exemple qui arrive sur Twitch là ce soir, qui a jamais regardé Twitch, qui regarde votre émission, qui écoute Sard nous expliquer ça, qui est juste passionnant là sur cette arche de Noé végétale, et qui se dit mais moi on m'avait dit que c'était un truc de jeu vidéo. C'est quand qu'il game. C'est quand il rage et qu'il casse son clavier. Et juste, on est dans l'illustration parfaite de ce qui est en train de devenir Twitch, quoi. Donc bravo, parce que je connaissais l'existence du bunker, mais j'en avais pas compris tout à fait les enjeux, et grâce à toi maintenant j'ai compris. Merci beaucoup. La plus belle reconnaissance. C'est passionnant. Elle est là. Ouais, non, c'était top.